Bonjour. Pour une lecture de radiographie thoracique de face, il est important d'insister sur un certain nombre de critères, chose qu'on va essayer de développer au cours de cette séance. Et puis, on va procéder à l'interprétation d'un certain nombre d'images radiologiques, voilà, qui sont compatibles avec des pathologies variées en pneumologie. Bon, d'abord, il est important de préciser qu'une radiographie thoracique de face nécessite d'être identifiée, donc elle doit porter le nom, prénom, l'âge, le sexe et la date de sa réalisation. Elle doit obéir à un certain nombre de critères de qualité. Le cliché est-ce qu'il est de face stricte, donc on doit chercher essentiellement la symétrie des extrémités internes des clavicules par rapport à la ligne des épineuses. Voilà. Et puis le cliché est-il en inspiration profonde, chose qui est capitale et permet éventuellement de, de montrer l'état réel de la transparence des parenchymes pulmonaires. Pour cela, on est appelé à voir, en général, si c'est cet arc costaud antérieur qui doit se projeter au-dessus du diaphragme, ou plutôt la sixième qui croise, antérieure, qui croise le diaphragme en son milieu. Un cliché doit être fait en apnée pour éviter le flou. Voilà, et doit être correctement exposé, diaphragmé, c'est-à-dire que le cliché doit comporter le thorax dans sa totalité. Est-il de profil strict concernant le profil? Ben, les alignements des bords postérieurs des côtes droite et gauche doivent trouver à environ 1,5 cm l'un de l'autre. Ben, certains éléments qui nous permet le fait de ne pas oublier au cours de notre interprétation certains éléments qui sont parfois très importants à analyser, car il y a tellement d'éléments, c'est que si on concentre sur une pathologie, on oublie souvent le reste, et souvent on est devant des associations. Voilà, donc en fait on suit cette méthodologie de A, B, C, D jusqu'au I. A, c'est airway, donc on va analyser les voies aériennes, la trachée, les bronches, souches, les bifurcations, les différentes ramifications possibles. Et puis on va structurer les structures osseuses qu'on doit vérifier aussi. Voilà, on doit chercher des lésions des lithiques ou plutôt des fractures, la silhouette cardiaque, le diaphragme, et puis on doit vérifier les bords de la silhouette cardiaque, les bords du cœur, et puis on doit chercher au niveau des deux champs pulmonaires s'il n'y a pas d'anomalie, c'est le Heffeld, et après on doit chercher la clarté la clarté la pochère gastrique ou la clarté cardio-tubérositaire, voilà, qui témoigne en fait souvent de la prise, particulièrement celle d'ici au niveau qu'on a pris le cliché en position debout. Après, on doit chercher au niveau des régions hilaires, l'artère pulmonaire, le tronc et des ramifications, la corne supérieure et la corne inférieure. Et après, enfin, on doit vérifier, voilà, on doit vérifier l'instrumentation. Alors, concernant les arcs antérieurs ou postérieurs, il est important de montrer ici que là, à ce niveau-là, ça correspond aux arcs postérieurs qu'on les voit bien. Les arcs antérieurs, les arcs qu'on voit ici qui sont plus en oblique, voilà, et qui se terminent en général un petit peu à distance de la région centrale ou plutôt du sternum, car ça devient des structures cartilagineuses qui sont L'analyse, elle doit être systématique. Voilà. D'abord, il est important de définir le signe de la silhouette ou le signe de Felson, qui correspond en réalité à une opacité contre une opacité de densité hydrique en contact avec le bord d'un organe intramédiastinal et face ce bord. En d'autres termes, deux opacités de même densité, l'une en contact avec l'autre et dans le même niveau, s'effacent mutuellement. Donc, il est important que si on a une opacité, par exemple, qui fasse le bord droit du cœur, donc elle se situe très probablement au niveau du lobe moyen. Si elle efface le bord gauche du cœur, très probablement elle se situe au niveau de la lingula. Si elle efface le bouton aortique qui est postérieur, donc automatiquement elle est antérieure. Donc ça permet de donner une idée qui est très importante en matière de lésions. Le syndrome pleural est l'appareil dès que se constitue entre les deux feuillets pleuraux, soit un épanchement pleural, soit un épanchement aérien ou gazeux, soit un développement anormal d'un tissu tumoral, mésothélium, etc. L'épanchement se traduit le plus souvent par l'apparition d'une opacité dense homogène de siège postéro-basal en croissant de lune,
Le pneumothorax se traduit par une hyperclarté d'importance variable en fonction du siège et de son importance. Et puis on a les tumeurs ou le tumeur pleurale, telles que le mésothélium. Souvent, il donne un aspect festonné ou mamelonné, qui est évocateur. Évocateur déjà sur le scanner, évocateur du fait des antécédents du patient, mais il est très évocateur sur le plan scalographique. Un syndrome médiastinal, c'est l'ensemble des signes radiologiques qui traduit la présence d'air, de liquide d'une tumeur à l'intérieur du médiastin. Voilà, ou une opacité de densité hydrique à limite interne qui est visible, noyée dans le bloc du médiastin, à limite externe nette silhouettée par le poumon, ou les hyperclartés médiastinales, le pneumomédiastin qui s'exprime par de l'air entourant les vaisseaux, le cœur ou la trachée. Mais on peut trouver aussi des calcifications au niveau médiastinal qui peuvent correspondre à des adénopathies calcifiées, tel que le cas des calcifications en coquille d'œuf qui se voient essentiellement dans la silicose. Mais ça peut se voir dans d'autres pathologies telles que important à signaler, c'est que souvent il a des limites floues avant qu'il atteigne une césure. Quand il atteint une césure, il donne le caractère systématisé non rétractile. Voilà, et les évolutions en général plus ou moins rapides. L'ensemble de ces éléments constitue les caractéristiques radiologiques d'un syndrome. Un syndrome interstitiel, c'est pratiquement l'inverse. Donc, il traduit l'atteinte d'un ou plusieurs des compartiments qui constituent le tissu interstitiel pulmonaire ou du tissu conjonctif du poumon. Normalement, il est invisible, il devient radio-opaque. L'interstitium, à d'habitude, il est invisible. Ce qu'on voit d'habitude, ce sont les structures vasculaires qui sont plus ou moins visibles. Sinon, tout le reste, rien n'est visible, tellement qu'il est fin. Autour des alvéoles aérés, donc on voit rien. Mais le fait qu'il ait le siège soit d'un œdème, de dépôt de liquide, dépôt de fébrine, d'un épaississement, d'un engorgement lymphatique, il devient anormalement visible. Il traduit en général une maladie, soit un œdème, soit une inflammation importante, une fibrose, une alvéolite, etc. Et dans ce cas, bien sûr, la télium haute résolution, en général, à découpe fine, est importante pour mettre en détail les éléments clés qui permettent de définir un syndrome interstitiel. Les aspects du syndrome interstitiel sont variables, ça varie d'un aspect micronodulaire au cas de miliaire, nodulaire miliaire au gros gramme par exemple, ou plutôt opacité linéaire, ligne de Kerley qui s'ouvre essentiellement dans l'OAP, le damage des poumons, un verre dépoli qui traduit en fait des lésions qui sont plus ou moins évolutives, récentes, et une image en rayon de miel ou une d'abeille qui traduit plutôt des lésions évoluées, très évoluées, avec une destruction parenchymateuse importante. Le syndrome bronchique est un élément capital, qui est très fréquent, qu'on voit en pratique pneumologique fréquemment, dans la pratique courante, est témoin d'une affection des bronches, primitive ou secondaire à une pathologie de voisinage. En fait, comme on vient de parler de l'interstitium qui est normalement invisible à l'état normal, la paroi des bronches normalement à l'état normal est invisible aussi. Elle n'est pas suffisamment épaisse pour qu'elle devienne visible sur le plan radiologique et elle devient anormalement visible une fois qu'elle est le siège essentiellement d'un épaississement. Souvent, c'est une inflammation qui est à l'origine. Donc, un épaississement des parois bronchiques, ça se voit au cours des dilatations de bronches, au cours de la bronchite chronique. Voilà, mais un syndrome bronchique aussi peut traduire une obstruction de la bronche par un soin étranger, par un processus tumoral, et qui va se traduire carrément par une opacité, voilà, indirectement, par une opacité indirecte, sous forme d'une opacité qui est dense, qui est homogène, qui est rétractile, qui est systématisée, qui est rétractile, qui correspond à un trouble de ventilation, voilà, segmentaire, lobaire, ou parfois même de tout un poumon. Un syndrome bronchique qui peut associer aussi un emphysème obstructif. Quand il s'agit d'une obstruction d'une bronche avec un système de valve, c'est-à-dire que l'air il entre mais ça n'arrive pas à sortir, et on arrive à une dysfonction au-delà de l'obstacle, ça correspond à une dysfonction pulmonaire, un emphysème obstructif. Voici une image qui montre ici la superposition, ou plutôt l'emplacement des différents lobes. Voilà, quand on les prend sur une radiographie thoracique de face, et on voit la division des poumons en trois lobes, lobe moyen en vert, lobe supérieur qui est en rouge et lobe inférieur qui est en bleu, et on voit à gauche lobe supérieur en rouge et lobe inférieur qui est en bleu. En fait, il est très important de préciser ici que sur le téléthorax de face, il y a une superposition des lobes, une lésion qui se projette par exemple
à ce niveau-là, on ne peut pas le savoir. Est-ce qu'elle fait partie du lobe moyen ou du lobe inférieur? Comme une lésion qui se projette ici, on ne sait pas, est-ce qu'elle fait partie du lobe inférieur ou plutôt du lobe supérieur? On doit utiliser des arguments tels que les signes de la silhouette, ou plutôt on fait une radiographie thoracique de profil pour pouvoir définir exactement cette. Une radiographie de plutôt un profil montre clairement que le lobe inférieur, par exemple, il remonte jusqu'au jusqu'à un niveau très élevé derrière le lobe supérieur et par conséquent une opacité qui se projette à ce niveau-là au niveau du segment 6. Cette dernière elle peut se projeter carrément en haut sur une radiographie thoracique de face et donc on doit faire attention et en cas de doute on doit faire une radiographie thoracique. Voilà, la même chose ici sur un profil. En fait, une radiographie thoracique de face nécessite toujours d'être précédée par un examen clinique car une masse qui est carrément extra thoracique, qui est pariétale, elle peut se projeter sous forme d'une opacité ronde sur une radiographie thoracique de face telle qu'on le voit ici. Cette image qu'on voit ici qui est pariétale, voilà, qui est extrathoracique, qu'on voit ici. Cette dernière qu'on voit à ce niveau-là, elle peut se projeter carrément comme une opacité ronde intrathoracique, alors que réellement elle est pariétale. Donc il est important toujours de faire un examen clinique ou de chercher s'il n'y a pas de lésion qui peut éventuellement nous donner de fausses images sur une radiographie thoracique. Voici une image thoracique, un téléthorax de face qui est normal, qu'on voit ici. Voilà, où on peut voir la silhouette cardiaque. Voilà, qui est pratiquement, il est bien pris, enfin, il est bien centré, il est bien symétrique. Les diaphragmes, les deux diaphragmes, en fait, le diaphragme droit est le plus élevé que la gauche. Par contre, on voit sur cette radio qu'il y a une petite anomalie qui peut passer inaperçue, qu'on doit toujours faire attention. Donc l'analyse doit être toujours approfondie. Si on cherche bien, on va trouver qu'il y a une petite opacité à ce niveau-là, au niveau de l'angle cardiophérénique à ce niveau-là. Cette opacité à ce niveau, avec une limite externe qui est plus ou moins irrégulière, qui est convexe en dehors, qui n'efface pas tout à fait la silhouette cardiaque, en général correspond à soit à une kyste pleuropéricardique ou plutôt à des franges graisseuses, mais apparemment elle est en contact avec la silhouette cardiaque, mais apparemment elle n'a pas la même densité que celle de la silhouette cardiaque et par conséquent ça n'efface pas la silhouette cardiaque. Ben, si on a du doute, bien sûr, on fait un scanner thoracique qui permet d'identifier voilà, les caractéristiques scanographiques de la lésion. Est-ce qu'elle est de type graisseuse ou elle est liquidienne ou quel est le rapport de cette lésion avec les images. Sur cette radio aussi, on voit pas grand chose, sauf si on regarde bien bas, on va trouver qu'il y a juste une opacité au niveau de la base, gauche, dense, homogène, de tonalité hydrique, qui efface la coupe diaphragmatique gauche, qui comble le cul-de-sac. Dans la limite supérieure, elle est nette, elle est régulière, elle est concavée en dedans. Voilà, mais c'est une image en réalité qui correspond à un épanchement pleural liquidien de petite abondance gauche, voilà, qui peut éventuellement constituer le début d'un épanchement qui est en voie d'installation, voilà, qu'on doit explorer. À l'inverse, ici, on voit que c'est tous les méthorax droit qui est opaque, qui est le siège d'une opacité qui est densité homogène, qui est étalé en plage, qui occupe la totalité des méthorax axe droit, qui efface la silhouette cardiaque, qui efface la coupe diaphragmatique, qui comble le cul-de-sac, et accompagné aussi de signes de distension. Voilà, l'image n'est pas de très bonne qualité, donc on ne voit pas bien les signes de distension, mais on voit quand même qu'il y a un refoulement du médiastin contralatéral. Cette image est tout à fait compatible avec un épanchement pleural liquidien de grande abondance. Sur cette image, toujours on est dans les images de type pleural ou pariétal. On voit clairement en haut qu'il y a une opacité ici fusiforme qui est plaquée contre la paroi. On la voit ici avec une limite inférieure qui est nette, qui est régulière, qui est concave en bas et en dedans, et qui rejoint la paroi en pente douce, ce qui témoigne qu'elle est de type pleural ou pariétal. Donc ça peut correspondre à une tumeur pariétale, mais ça peut correspondre aussi à un épanchement qui est cloisonné au niveau de l'extrême apex. Mais aussi on regarde bien, on remarque ici au niveau de la base gauche qu'il y a un petit comblement au niveau du cul-de-sac qui a une caractéristique particulière, c'est que la limite supérieure n'est pas concavant et en dedans, mais plutôt qui fait un angle de 90
degrés avec la coupe diaphragmatique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un épanchement plutôt séquelaire. Le reste du parenchyme pulmonaire est le siège d'une distension un petit peu exagérée au niveau du poumon gauche, avec un aspect festonné ou plutôt marche d'escalier de la coupe diaphragmatique droite, compatible avec une clarté exagérée, compatible avec un emphysème pulmonaire. Mais on remarque bien, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement négliger, mais en réalité c'est très important, c'est qu'il y a une surdensité au niveau de la région ilaire gauche. Cette surdensité, elle est là, avec une limite irrégulière, laissant détacher des travées linéaires qu'on voit ici. Cette image peut évoquer un cancer bronchique primitif. En fait, c'est une image qu'on doit compléter certainement par une TDM thoracique. Alors, sur cette image, on voit ici une opacité qui a un certain nombre de caractéristiques qui permet de donner une idée concernant son statut évolutif. Donc, il s'agit d'une opacité qui est dense, qui est homogène, qui est évasée dans sa partie inférieure, qui est effilée dans sa partie supérieure, qui rejoint la paroi en pente douce. Cette image, en réalité, elle a une limite interne qui est nette, qui est régulière, qui est concave, puis elle devient convexe. Après, elle n'efface pas la partie interne de la coupe diaphragmatique, elle efface par contre sa partie externe comme le cul-de-sac. C'est une image qui est de type pleural, mais avec un aspect interne ou limite interne en S, à moins qu'elle est au stade de collection, ou plutôt en voie d'enquistement, avec, on remarque bien sûr qu'il s'agit que dans son pôle supérieur, qu'il y a une clarté avec un niveau qui est rectiligne au niveau de son pôle supérieur, qui correspond très probablement à une quantité d'air qui a été introduite au cours d'une ponction. Donc en fait, on est devant une pleurésie enquistée, qui est de volumineuse, enquistée, avec un petit hydropneumothorax dans son pôle supérieur, très probablement iatrogène. Cette image, toujours dans la pathologie pleurale, on voit qu'il y a une surdensité, ou plutôt une opacité qui est dense, non pas seulement dense, mais très très dense, une densité qui dépasse la densité osseuse, qui longe la paroi thoracique, qui donne une image en cadre, qui en fait emprisonne, qui est totalement le poumon sous-jacent, qui devient un poumon figé dans ce cas, emprisonné, qui ne peut pas s'expandre, qui ne peut pas suivre le cycle respiratoire. C'est pratiquement un poumon sur le plan fonctionnel qui est exclu de la ventilation. Et d'ailleurs, si on fait une exploration fonctionnelle, on va trouver que pratiquement tous les paramètres, tous les volumes pulmonaires sont divisés par deux. Tous les volumes sont divisés par deux et les débits seront divisés par deux, c'est-à-dire VMS il sera divisé par deux, capacité vitale forcée sera divisé par deux, et mes VMS sur capacité vitale, s'il n'y a pas d'obstruction associée, il sera normal. Et par conséquent, on va parler plutôt d'un déficit ventilatoire restrictif secondaire à un hémothorax, ou plutôt un hémothorax qui est le siège de lésions pleurales étendues, inextensibles, qui engaine le poumon totalement, qui devient totalement emprisonné, exclu de la ventilation. Et voilà, et radiologiquement, on appelle ça un aspect en os de sèche. Passons de la pathologie pleurale à la pathologie parenchymateuse ou syndrome alvéolaire. Ici, on remarque bien sur cette image, une image très instructive, et on voit ici une opacité qui est dense, qui est homogène, qui a la particularité qu'elle efface une partie ou la partie moyenne de la silhouette cardiaque du bord gauche du cœur, ça témoigne qu'elle est de topographie antérieure, et exactement c'est la lingula qui est concernée, avec une limite supérieure qui est floue, et on voit une limite inférieure qui est floue aussi, dégradée, mais qui ne continue pas jusqu'au cul-de-sac, qui reste toujours libre. On voit au sein de cette image des clartés tubulées qui se divisent en Y vers la périphérie. Cette image, quand on regarde sur le profil, on voit qu'elle est systématisée à la région, à la lingula, exactement au niveau du lobe supérieur, et qui correspond en réalité à une pneumonie alvéolaire de la lingula. Toujours dans le même sens, on voit ici une double image, doubles opacités, dense, homogène. La première à droite, elle est de dense homogène, elle est systématisée et non rétractée. Systématisée parce que la limite inférieure, elle est nette, elle est régulière, elle correspond à la petite scissure, c'est exactement sa topographie habituelle. Et puis avec une limite supérieure qui est plus ou moins floue, qui reste au niveau, qui s'arrête au niveau de la région claviculaire. C'est une image qui est traversée par des clartés tubulées qui se divisent en Y vers la périphérie. Voilà, compatible avec une pneumonie alvéolaire ou PFLA, pneumonie franche-lobaire aiguë de la lingula, ou plutôt du lobe supérieur droit.
Au contraire, à gauche, on voit une opacité qui est dense, homogène, qui a une limite supérieure qui est floue, qui on trouve pas de systématisation parce qu'il n'y a pas de fissure à ce niveau-là qui permet de mettre en évidence la systématisation. Mais par contre, si on fait un profil, on va trouver qu'une systématisation se fait avec la grande césure. C'est une image qui a une limite supérieure qui est floue, avec surtout une limite interne qui n'efface pas la silhouette cardiaque. Voilà, ça témoigne qu'elle est de topographie postérieure selon les signes de Felson. Donc il s'agit d'une pneumonie alvéolaire du lobe inférieur. Encore un autre argument, c'est que c'est une image qui continue jusqu'au cul-de-sac et qui n'efface pas la coupole diaphragmatique. Donc en fait, on est devant une pneumonie alvéolaire à double. Ici, on voit que cette image ou cette systématisation, on la voit plus. On voit que l'image, il n'y a pas de systématisation, mais on voit surtout, il n'y a pas de bronchogramme aérique, mais on voit des opacités un petit peu réticulo-micronodulaires, diffuses, surtout au niveau des régions basales et au niveau des régions moyennes, voilà, qui s'étendent jusqu'aux régions périphériques, qui est compatible ou qui évoque a priori un syndrome alvéolo-interstitiel, ou plutôt un syndrome interstitiel qui se voit essentiellement dans les infections à. On voit ici les éléments quand on fait un agrandissement au niveau du parenchyme, sur le parenchyme pulmonaire, on voit qu'il y a un épaississement de l'interstition qui devient anormalement visible avec des lignes de Kirli qu'on voit ici qui sont perpendiculaires à la paroi thoracique. En fait, l'interprétation des pneumopathies interstitielles obéit à un certain nombre, un organigramme qu'on peut suivre éventuellement, voilà, qu'on peut proposer et qui peut éventuellement nous aider dans l'interprétation qui commence à s'installer. Voilà, cette image devient encore beaucoup plus importante, beaucoup plus bien visible, mais à un stade très évolué malheureusement. Voilà, où on voit ces aspects réticulomicronodulation avec un aspect irrégulier carrément dans la silhouette cardiaque du diaphragme, avec une tendance à la rétraction qui devient beaucoup mieux visible, avec pincement des espaces intercostaux, tendance à la verticalisation des côtes, ascension de coupeau diaphragmatique, voilà, et cet aspect est compatible avec une fibrose pulmonaire qu'on doit vérifier toujours par un TDM thoracique. Le scanner thoracique, en général, il n'est pas nécessaire en cas de pneumopathie, d'origine alvéolaire, mais c'est une pneumopathie alvéolaire traînante. On est appelé à faire un scanner thoracique pour montrer une pneumonie organisée cryptogénique. Mais il est important ici de mettre en évidence un bronchogramme aérique sous forme de clarté tubulée qui est. Voici une image de radiographie thoracique de face avec une distorsion importante. Cette distorsion où on doit chercher ici à ce niveau-là, en général, on doit chercher l'aspect, les différents signes de distorsion plutôt de l'emphysème pulmonaire. D'abord, un thorax quadrangulaire, oui, élargissement des espaces intercostaux, tendance à la horizontalisation des côtes, abaissement du copeau diaphragmatique. On voit aussi la silhouette cardiaque qui est sus-diaphragmatique, où la pointe du cœur elle est sus-diaphragmatique, on a fait de cœur en sabot, compatible avec une augmentation du volume du ventricule droit qui pousse la pointe du cœur en dessous du diaphragme. Voilà, et puis on cherche des signes, donc on a des signes de distension, on cherche des signes d'inflammation sous forme de clarté tubulée, ou des bronches qui deviennent anormalement visibles. On cherche des signes d'HTAP, où on voit l'artère pulmonaire qui augmente de volume, particulièrement facile à mesurer au niveau de la corne inférieure, la jonction entre la corne inférieure et le tronc de l'artère pulmonaire. Si elle dépasse les 16 mm, ça évoque un HTAP. Voilà, ce sont les éléments qu'on doit chercher. Puis on cherche les éléments de destruction, essentiellement l'hyperclarté diffuse, voilà, qui peut être circonscrite ou non. Si elle est circonscrite sous forme de parois, prend en général un aspect de clarté à parois fines qui correspond à des zones de destruction bulleuses, un début d'emphysème, ou parfois c'est des clartés diffuses qu'on n'arrive pas à voir. Voici un thorax déstendu quadrangulaire avec élargissement des espaces intercostaux, horizontalisation des côtes, abaissement des copeaux diaphragmatiques qui prennent un aspect crânelé. Et puis on a aussi augmentation du volume de l'artère pulmonaire. On voit des signes d'inflammation ou des parois bronchiques qui deviennent anormalement visibles. On voit aussi des clartés diffuses au niveau des deux champs pulmonaires. Cet ensemble est compatible avec un emphysème pulmonaire, un stade. Voici un emphysème pulmonaire qui on va pas refaire toute l'interprétation, mais on doit insister sur les éléments qui manquaient sur les autres clichés, où on voit ici des clartés, voilà, qui sont finement cerclées à parois fines, voilà, qui correspondent à des zones de destruction parenchymateuse,
voilà, des bulles d'emphysème qui prédominent au niveau des régions apicales qui poussent le parenchyme pulmonaire vers le bas, où on voit ces opacités linéaires qui correspondent en réalité à un tassement tessulaire. Voici une image d'une radiographie thoracique de face où on voit une clarté ou une hyperclarté avasculaire ou dépourvue de trame qui s'étend de la base jusqu'à l'extrême apex, qui longe la paroi thoracique dans la limite interne, elle est nette, elle est régulière, elle correspond à la plèvre viscérale qui délimite un poumon sous-jacent qui est moyennement collabé, voilà, cette clarté en fait, en réalité, elle correspond à un pneumothorax total de moyen volume qui est libre dans la grande cavité pleurale, qui nécessite soit exsufflation. Ici, c'est carrément un hémothorax qui est déshabité, qui est le siège de clarté diffuse avasculaire qui occupe la totalité de l'hémothorax et qui refoule le médiastin contralatéral. On voit un refoulement de la trachée, de la branche souche, du médiastin et du cœur. Le refoulement du médiastin qui est la structure la plus lourde, c'est-à-dire le refoulement plutôt du cœur, c'est-à-dire qu'on est devant un pneumothorax avec hyperpression. Souvent, c'est un pneumothorax qui est mal toléré. On voit le moignon pulmonaire à ce niveau-là, qui se résume à cette opacité ici qui est plaquée contre le médiastin. Donc ici, avec des signes de distension qu'on voit, se forme d'élargissement des espaces intercostaux, horizontalisation des côtes et abaissement de la copo diaphragmatique droite, sachant bien que la droite, d'habitude, elle est plus élevée que la gauche. Donc il s'agit d'un pneumothorax en hyperpression. Passons de la pathologie pleurale à d'autres types de pathologies. Ici, on est devant la présence d'une opacité à projection hilaire qui est dense, qui est homogène, qui comble la fenêtre aorto-pulmonaire, qui se projette carrément contre la région hilaire, mais surtout qu'elle a comme caractéristique, c'est que elle a des limites externes qui sont irrégulières, qui laissent détacher des travées linéaires, donnant un aspect irrégulier en pâte de crabe. Cet aspect est compatible avec un cancer bronchique primitif. Voici une image aussi d'une opacité ronde qui est dense homogène à projection hilaire. Voilà, avec une limite cette fois-ci qui n'est pas très évocatrice d'une pathologie ou autre, mais par contre, on doit chercher d'autres arguments. C'est que devant une image, on doit toujours, si on trouve une image pareille, on doit chercher s'il n'y a pas de lésion associée, ça c'est capital. Et on voit que cette limite, malgré qu'elle est plus ou moins irrégulière, ce qui laisse supposer que plusieurs pathologies sont à évoquer. D'abord, commençons par un processus tumoral primitif ou secondaire, mais on peut évoquer d'autres pathologies. Si on pratique le signe de la convergence, on trouve ici des structures vasculaires qui passent à travers l'image, voilà, et puis on va voir aussi qu'il y a un comblement de la fenêtre aortopulmonaire, mais surtout en contralatéral où on voit une opacité ici malgré qu'elle est de faible volume, mais elle est au-dessus de la région hilaire paratrachéale basse qui évoque une adénopathie à ce niveau-là, une adénopathie paratrachéale basse. Regardons encore mieux au niveau du reste du parenchyme pulmonaire, on va trouver qu'il y a des nodules ici, ce forme d'opacité ronde, voilà, qui est à peu près de 1 cm de diamètre. Une autre opacité ronde à ce niveau-là, 1 cm, un petit nodule à ce niveau-là, voilà, et d'autres nodules, voilà, ça donne pratiquement une image en lâcher de ballon. Tout cet ensemble de ces éléments évoque a priori qu'on est devant un processus tumoral avec des localisations secondaires associées. On cherche s'il n'y a pas de disque costal. S'il n'y a pas de disque costal, s'il n'y a pas d'épanchement pleural liquidien, on doit toujours compléter notre analyse d'une façon systématique. Voilà, on voit même un nodule à ce niveau-là. Il est important aussi de surfer un petit peu certaines pathologies qu'on ne voit pas fréquemment ici, mais qui sont éventuellement fréquentes dans certains endroits. On voit ici un aspect de calcification, voilà, des opacités rondes, calcifiées, qui donnent au niveau de la région hilaire, au niveau médiastinal et région hilaire. C'est des calcifications qui prennent un aspect en coquille d'œuf. Voilà, c'est compatible avec une silicose. Cet aspect est associé encore avec des opacités réticulaires, mais surtout micronodulaires très denses. Voilà, très denses, diffuses au niveau des 2/3 au niveau des régions moyennes particulièrement, un petit peu au niveau des bases, mais surtout les régions moyennes. Donc on est devant des opacités très denses, de calcifiées, au niveau pulmonaire sous forme d'opacité réticulaire, mais surtout micronodulaire, avec des images en coquille d'œuf au niveau de la région hilaire, et au niveau des médiastinales, ça évoque une silicose. Et une autre image qui montre des opacités micronodulaires diffuses au niveau des deux champs pulmonaires, réparties d'une façon plus ou moins irrégulière,
ça peut évoquer une image de milliards d'accords, mais la densité évoque par contre d'autres pathologies. Devant une image pareille, on doit d'abord vérifier le tableau clinique, puis les antécédents du patient. Si le patient est apéritique avec notion d'exposition au silice, ça évoque une silicose. Il est possible qu'on trouve une silicose avec une clarté, cette clarté qu'on voit ici, cette clarté qu'on voit à ce niveau-là, ça peut évoquer aussi une silicotuberculose. Voilà, c'est des clartés en réalité qui évoquent des cavernes tuberculeuses à parois plus ou moins épaisses. À ce niveau-là, même un petit niveau ici, sachant bien que la silicose constitue fréquemment un lit pour ce qui laisse à supposer que probablement on est devant une lisse costale. Et là, ça permet d'orienter facilement la nature de. Voici une image d'une opacité ronde qui est dense homogène, à projection axillaire gauche. C'est une image en fait qui est à la limite nette et régulière, et devant une image pareille, on a le droit d'évoquer un certain nombre de pathologies telles qu'un processus tumoral primitif ou secondaire, un kyste hydatique sain, voilà. Chez un patient qui est visiblement cardiaque opéré, on voit ici les traces d'une sternotomie. Voici des images multiples diffusées au niveau des deux champs pulmonaires, malgré que la limite est plus ou moins floue, mais c'est une image qui donne un aspect enlâché de ballon diffus, compatible avec un processus tumoral secondaire étendu. Mais d'autres pathologies, telles qu'une hydatidose, ça peut donner des images aussi multiples. Voilà, mais classiquement, devant une image pareille, enlâché de ballon, le premier diagnostic à évoquer, c'est un cancer sédentaire. Voici une image chez un patient, bien sûr, qui porte des stigmates ou des signes de sternotomie. On voit une opacité à ce niveau-là, projection hilaire, qui est hétérogène par la présence d'une clarté en sens avec un niveau qui est moyennement situé, mais avec une paroi qui est épaisse, avec une limite externe qui est plus ou moins irrégulière, mais surtout une limite interne qui est infractueuse. Cette image évoque certainement un cancer bronchique primitif excavé. On voit ici en contralatéral qu'il y a une opacité basale qui comble le cul-de-sac, mais qui ne continue pas, qui ne longe pas la paroi thoracique, donc probablement c'est juste un épicissement pleural séquelaire. On voit ici une opacité ronde qui est de 2 cm de diamètre, sous-hilaire droite, à limite nette et régulière. C'est une opacité qui évoque un certain nombre de pathologies, d'un processus tumoral primitif secondaire. Ça peut évoquer un kyste hydatique, ça peut évoquer d'autres pathologies beaucoup moins fréquentes, telles que nodules rhématoïdes, d'autres pathologies. Mais en général, cette topographie ici, souvent, on voit un aspect pareil en cas de tumeur carcinoïde. C'est une image, là, c'est une image qui est très, enfin, qui permet d'évoquer facilement une étiologie particulière, où on voit c'est une opacité avec surmontée dans son pôle supérieur par une clarté qui prend un aspect qui dessine un niveau ici, mais un niveau irrégulier. On voit un aspect ici, on dirait que c'est un aspect en nénuphar ou en coucher de soleil, avec une paroi qui reste quand même fine. C'est un aspect qui est compatible avec un kyste hydatique rompu, avec un kyste hydatique rompu. Voilà, c'est une image qui est parfois difficile à interpréter, où on voit clairement ici qu'il y a d'abord une diminution du volume de l'hémothorax droit. Il y a une diminution car classiquement le volume de l'hémothorax droit est plus volumineux que l'hémothorax gauche, mais on voit une opacité à ce niveau-là. C'est une opacité qui prend un aspect systématisé, car il s'agit d'une opacité qui est dense, qui est homogène, qui longe le médiastin, qui continue jusqu'à l'extrême apex, mais la limite externe, elle prend un aspect ici. Elle prend un aspect convexe, puis elle devient concave, donnant un aspect en S qu'on appelle classiquement S de Golden. Voilà, et du fait du caractère systématisé, donc on évoque a priori ici une atélectasie de lobe supérieur, un processus tumoral à ce niveau-là qui est à l'origine de cette atélectasie, et là c'est un aspect en S de Golden. Si on regarde bien tout le reste, on va trouver que le cul-de-sac est libre des deux côtés, de façon bilatérale, mais si on regarde les arcs costaux, on trouve qu'il y a des stigmates, voilà, de cales, de fractures
costale au niveau des arcs costaux. On va quand même mesurer on va dire c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e, 9e arc costal. Voilà, voici une acrylophase qui est beaucoup plus prononcée, où on voit ici à ce niveau-là, on voit clairement qu'il s'agit d'une opacité triangulaire à base périphérique à sommet linéaire, qui est dense, qui est homogène, avec une limite inférieure qui est nette, régulière, qui est concave vers le bas, avec une ascension de la coupe diaphragmatique qu'on voit ici, diminution du volume de l'hémothorax, des signes de rétraction. C'est un aspect qui est tout à fait compatible avec une acrylophase du lobe supérieur droit. Voilà, qu'est-ce qui fait la différence en fait avec une pneumonie alvéolaire qui peut prendre un aspect plus ou moins similaire, c'est que la pneumonie ou le syndrome alvéolaire du lobe supérieur droit, il n'y a pas de rétraction, donc il n'y a pas d'ascension de la coupe diaphragmatique, il n'y a pas d'ascension plutôt de la petite suture, et que souvent il y a un bronchogramme aérique. Ici, il n'y a pas de bronchogramme aérique, et il y a des signes de rétraction. Ben, c'est une image démonstrative du S de cette rétraction, comment elle s'installe, mais surtout le S de Golden. D'abord, ça c'est le volume en bleu, c'est le volume habituel de lobe supérieur. Quand une tumeur à ce niveau-là, elle obstrue la branche lobaire supérieure, ben la petite fissure commence à remonter par l'air qui n'est plus renouvelable, qui est aspiré, qui se résorbe au fur et à mesure. Et après la diminution importante du volume, la diminution importante du volume du lobe supérieur permet, enfin plutôt attire la petite fissure vers le haut, et cette dernière, elle va remonter vers le haut, juste par contre au niveau de la partie interne, elle ne peut pas remonter car elle va trouver la résistance de la tumeur, donc elle va épouser la forme de la tumeur, et elle donne un aspect ici qui est convexe, puis concave, donnant cet aspect en S, qu'on appelle S de Golden, compatible avec une acrylophase du médiastin, où pratiquement tout le médiastin a basculé vers le côté atteint. Cette opacité, elle est compatible avec une atelectasie totale du poumon droit. Alors voici une image d'un élargissement du médiastin qu'on voit ici, un élargissement du médiastin essentiellement au niveau de la partie moyenne. C'est un élargissement qui est fait d'opacité qui est dense, homogène, de part et d'autre de la trachée, avec une limite interne qui se noie dans le médiastin en effaçant ses structures, une limite externe qui est plus ou moins nette, et qui est plus ou moins nette, mais qui prend un aspect bosselé. Bosselé, voilà, compatible, elle est compatible avec un processus tumoral médiastinal. Donc ça peut correspondre ici à des adénopathies tumorales, soit d'un processus tumoral, d'un processus tumoral secondaire, mais ça peut accepter aussi le diagnostic d'un lymphome, d'un thymome. Voilà, ce sont des pathologies malignes souvent qui donnent des images pareilles, rarement des adénopathies d'origine tumorale. Une image plutôt qui est très évocatrice d'une pathologie particulière où on voit un élargissement du médiastin en cheminée, voilà, avec effacement des structures médiastinales, une limite externe qui est nette, qui est régulière, qu'on voit qu'elle est convexe, en dehors de part et d'autre. C'est un aspect qui est polylobé, qui correspond à des tumifications, à des adénopathies médiastinales. C'est une image, voilà, c'est un aspect en cheminée. C'est une image qui est compatible avec, un lymphome médiastinal. Voilà, on voit nettement ici, on peut appliquer ici le signe du déficit cervico-thoracique, on voit ces adénopathies qui s'effacent, qui ne peuvent pas, dans la limite, ne continuent pas au-delà des clavicules. Ça témoigne que ce sont des lésions de topographie. Là, c'est une belle image ici qu'on voit à ce niveau-là, où on voit un niveau en rétrocardiaque, voilà, un niveau qui est bien dessiné, enfin, qui délimite d'abord toute une image hydro-aérique et rétrocardiaque avec un niveau qui est moyennement situé, dont la paroi on voit ici qu'elle est plus ou moins épaisse. Donc c'est une image en réalité qui correspond à une hernie hiatale. Une petite image ou une petite clarté qu'on voit ici à ce niveau-là, c'est une clarté à paroi épaisse avec un niveau qui est moyennement situé, qui s'inscrit au sein d'un infiltrat micronodulaire dans son pourtour. C'est une image qui évoque, avec une condensation parenchymateuse sous-hilaire à ce niveau-là. C'est une image qui évoque a priori une tuberculose pulmonaire avec une forme plus ou moins atypique qu'on voit classiquement, et surtout chez les sujets tarés, particulièrement chez les sujets diabétiques. Voici une image qui qui doit être considérée comme étant une urgence médicale par tout praticien. Ce forme d'opacité micronodulaire diffuse au niveau des deux champs pulmonaires, uniformément répartie, qui touche le poumon, les deux champs pulmonaires dans leur totalité.
avec une légère prédominance au niveau des bases, associé à un émoussement du cul-de-sac, un épanchement pleural ce qui correspond à un épanchement pleural qui vient de petite abondance. C'est une image qui doit évoquer d'emblée une tuberculose pulmonaire dans sa forme miliaire, hématogène, qui constitue une urgence, et souvent ce sont des patients qui sont en détresse respiratoire, bien sûr, elle doit coller, on doit bien sûr adapter ça avec un tableau clinique, essentiellement une dyspnée qui est d'installation plus ou moins rapide, et dans un contexte. Voici des images sous forme de clarté multiple, de taille variable, allant de quelques millimètres à plusieurs centimètres de diamètre, et qui siègent essentiellement avec prédilection au niveau des régions supérieures, entourées de nodules qui sont dans leur pourtour, qui siègent essentiellement au niveau des deux apex, au niveau des deux lobes supérieurs. C'est une image qui est très compatible avec une tuberculose pulmonaire étendue cavitaire. C'est une belle image ici qu'on voit pas tous les jours. C'est une image qu'on voit ici, ce qu'on appelle une image en cocarde. Donc on voit une opacité qui est ici, à ce niveau-là, qui est dense, qui est homogène, qui est entourée d'une clarté, voilà, qui entoure cette opacité dans sa totalité. Voilà ce qui dessine avec et cette clarté est délimitée aussi à son tour par une opacité par une paroi qui est plus ou moins épaisse. Cet ensemble qui siège au niveau de la région, au niveau du tiers moyen, au milieu du tiers moyen de l'hémothorax gauche, dessine une image en cocarde. Ça évoque en général un aspergillum, mais ça peut accepter aussi une rétention de membrane hydatique après évacuation du contenu, rétention de membrane, mais ça peut aussi un processus tumoral au sein d'une cavité, un hématome. Tout ça, ce sont des diagnostics possibles. Voici une image pratiquement typique qui, pour un praticien qui a l'habitude d'interpréter une radiographie thoracique de face, ça évoque facilement un diagnostic bien précis où on voit des opacités à projection hilaire qui sont denses, qui sont homogènes, avec une limite externe qui est plus ou moins nette, mais qui prend surtout un aspect bilobé ou polycyclique, symétrique, non compressif, compatible avec une sarcoïdose. Voilà, compatible avec une sarcoïdose. En général, on doit chercher s'il y a atteinte parenchymateuse ou non. S'il y a une atteinte parenchymateuse, on va la classer type 2, mais ce n'est pas le cas. Ici, on n'a pas d'atteinte parenchymateuse visible, donc on va classer comme étant sarcoïdose de type 1. Par contre, des images pareilles, on ne les voit pas tous les jours, mais bien sûr, on doit les connaître. Ce sont des opacités réticulo-micronodulaires diffuses au niveau des deux champs pulmonaires, avec une modification totale, bouleversement complet de l'architecture bronchopulmonaire par ces opacités pseudotumorales qu'on voit ici au niveau des régions hilaires, qui continuent jusqu'aux régions hilaires par ces opacités linéaires rétractiles, très importantes, voilà, qui bouleversent complètement l'architecture du médiastin, du copodiaphragmatique, de la de la silhouette médiastinale. Donc ça donne un syndrome interstitiel avec des opacités pseudotumorales rétractiles à projection hilaire. Ça se voit essentiellement au cours de la sarcoïdose, à un stade très évolué, mais ça peut se voir aussi en cas de séquelles de tuberculose. Voici ici des images d'opacité nodulaire, c'est pas micronodulaire ici, diffuse au niveau des deux champs pulmonaires, uniformément réparties, compatible avec une répartition de type hématogène. Voilà ce qu'on appelle une miliaire à gros grains, qui en général se voit dans les miliaires hématogènes d'origine métastatique. Voilà, souvent ce sont des patients déjà qui sont à un stade très évolué de leur maladie, souvent sont déjà en d'abord, je termine à la conclusion, je vais dire qu'une analyse rigoureuse et systématique permet d'aider le praticien d'interpréter correctement en connaissance qui doit être aidé par la connaissance de la sémiologie radiologique, appuyé sur les données cliniques aussi, sur les éléments paracliniques, voilà, ce qui permet d'avancer dans le diagnostic, ce qui permet par conséquence de poser un diagnostic correct, de poser un diagnostic rapide, d'adapter le traitement et éventuellement de faire un bon suivi d'un certain nombre de pathologies. Merci.